bonsoir déjà et merci aux présents d'avoir pris un peu de disponibilité pour ce premier rendez-vous de la mobilité qui se situe dans le cadre du comité de projet. Vous savez qu'au niveau du pôle métropolitain, il y a 5 comités de projet qui travaillent à l'élaboration d'une feuille de route pour 5 thématiques différentes, dont celle de la mobilité et du transport, avec l'idée de rendre une proposition de feuille de route qui sera mise au débat donc à partir de cet été. Donc nous, le comité de projet s'est déjà retrouvé à plusieurs reprises. Ça nous a semblé important de pouvoir bénéficier d'un éclairage sur 2 sujets. Celui de l'état des lieux, un petit peu de la mobilité, à travers notamment l'évolution de l'offre d'infrastructures et l'organisation du territoire. Et puis un deuxième éclairage sur les documents de planification qui structurent un peu le cadre dans lequel chacun, pour l'instant, des EPCI a défini sa politique de mobilité. D'avoir donc un échange, un état des lieux partagé. Donc, pour ces états des lieux, nous avons sollicité les 2 agences d'urbanisme de Belfort et de Montbéliard, que je remercie. Donc, ce soir, on va se centrer, comme je viens de le dire, sur un peu l'état des lieux, avec ces 2 parties, l'offre d'infrastructures et l'organisation du territoire. Notre rendez-vous de la mobilité devrait durer 1h15. Hein, on va essayer de tenir un peu ce cadre-là. C'est donc Hélène Kaufmann qui, dans un premier temps, animera la première partie, à l'issue de laquelle on aura un échange entre nous, si vous avez des questions, des remarques. Et la deuxième partie, c'est Jérôme qui va s'y coller. Voilà, donc sur l'organisation du territoire. Voilà, donc je ne serai pas plus long et je vais sans tarder passer la parole oui. Merci. à Hélène. Est-ce que tout le monde voit l'écran du coup du PowerPoint? Ok, oui. Parfait. Oui. Donc, moi, je vais vous présenter, bonsoir à tous, je vais vous présenter du coup les évolutions majeures qui ont eu lieu ces 10 dernières années, voire 20 dernières années selon lesquelles seront évoquées, à l'échelle du pôle métropolitain au niveau des infrastructures. Donc, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup en faveur des mobilités ces 20 dernières années. Et finalement, la frise projetée répertorie ces aménagements qui ont profondément changé les comportements de mobilité dans le Nord-Franche-Comté, et ce, tous modes confondus. Alors, on va un petit peu les rebalayer sans remettre en mémoire pour certains, et puis d'autres sont plus connus, mais je vais tâcher de les balayer brièvement. Donc, dès 2002, et finalement en anticipation de l'ouverture de l'autoroute suisse, il y a eu l'élargissement de la RN 1019 pour répondre notamment à l'augmentation des flux transfrontaliers. Alors, à chaque fois, je vais vous donner aussi le partage du financement pour ces aménagements d'infrastructures. Donc, pour l'élargissement de la RN 1019, on avait une participation de l'État, du Conseil général 90 à l'époque, donc du département, et de la région Franche-Comté. En parallèle, les travaux ont duré une dizaine d'années. Il y a eu l'élargissement de la 36, là aussi pour répondre à une hausse du trafic, notamment du trafic de transit. Alors là, les archives AP2R sont clôturées sur Internet, mais je pense que les financements étaient AP2R, région, État, Europe sans doute. Voilà, somme toute des répartitions que l'on connaît et qui sont assez classiques quand on parle d'aménagement d'infrastructures. En 2007, alors c'est un peu plus local, mais ça a quand même eu une portée à l'échelle du pôle métropolitain, c'est l'aménagement de la RD5, aussi appelée desserte du pays sous-vosgien, entre Offemont et Sermamani,
qui a permis le contournement du centre-ville de Val d'Oie, hein, dans un but de gain de temps de parcours et d'apaisement du centre-ville. Et là, c'est majoritairement le département du territoire de Belfort qui l'a financé. En 2011, on s'en rappelle, on note l'inauguration de la gare TGV. Donc là, on change de mode de transport. Les précédents étaient tournés vers la voiture. Et c'est finalement cette gare TGV qui note le début du développement de ce qu'on appelle l'espace médian. Là, c'est la région, l'État, RFF, la Suisse et l'Europe qui ont financé la tranche LGV. Et finalement, on se rend compte que les infrastructures routières qui ont été aménagées dans les années qui l'ont précède ont finalement été déjà prêtes à recevoir ce nouvel espace médian qui s'est développé par la suite. En 2013, à l'échelle du territoire de Belfort, le réseau Optimo prend de l'importance. Il a été créé en 2007, mais il prend vraiment de l'importance en 2013. Là, les financements étaient des fonds du SMTC, de l'ADEME, du FEDER, de l'agglomération de Belfort, donc l'ancienne CAB, le département et des fonds des emprunts bancaires. On fait un petit saut. En 2017, l'autoroute suisse est inaugurée et permet finalement une liaison France-Suisse plutôt fluide. Et là, ce sont la Confédération suisse et les cantons de Jura et de Berne qui l'ont financée. En 2018, après de longues années de réflexion, c'est la ligne TER Belfort-Del qui est réouverte. Là, on est sur à peu près la même répartition financière que pour la gare TGV, avec en plus là aussi la Suisse qui a participé. Et du coup, cette ligne TER Belfort-Del dessert notamment la gare TGV. En 2019, on quitte un petit peu le territoire de Belfort pour se tourner vers PMA avec la modernisation du réseau de bus qui s'appelle aujourd'hui Evolity. Là, on a un financement PMA, État, FEDER et région. Et on change de mode de transport pour un petit peu parler des modes doux avec de nouveaux aménagements cyclables, là financés par les départements, notamment pour desservir le Malsaucy en 2019 et en 2020 aussi la piste cyclable Trévenant-Hôpital-Nord-Franche-Comté. En 2020, on garde tous en mémoire la mise en service de l'échangeur de Sévenant, dont les financements étaient État, région, département et AP2R. Après ce petit historique, finalement, on se rend compte que la conclusion, c'est que dans sa globalité, le pôle s'est désenclavé. Alors, se suivent deux cartes à l'échelle, on va dire, du Grand Est, mais aussi avec les pays limitrophes, l'Allemagne et la Suisse, où on voit un petit peu le positionnement du Nord-Franche-Comté par rapport aux autres entités urbaines. Ici, vous avez le réseau ferroviaire européen. Et sur la carte suivante, vous avez le réseau routier européen. Donc, on s'inscrit en fait dans tout un complexe d'infrastructures déjà existants et on peut se rendre compte de la position finalement centrale du Nord-Franche-Comté. Alors, ce désenclavement ferroviaire et routier finalement du pôle métropolitain, ça a apporté quoi? Ça a apporté un gain de temps, notamment avec l'apport du TGV pour atteindre d'autres grandes agglomérations à proximité. Les deux schémas que vous voyez, ce sont les temps d'accès à partir de l'espace médian. Et on voit finalement que Besançon, Dijon, Strasbourg, Paris se sont rapprochés, entre guillemets.
Alors, notamment, on a quand même 5 directs par jour en semaine pour rejoindre Paris-Gare de Lyon. Et dans l'autre sens, il y a 4 directs par jour en semaine dans le sens Paris-Belfort. Pour un temps de parcours entre 2h15 et 2h30, mais je suis sûre que je ne vous apprends rien. On a tous sans doute dû déjà bénéficier de ce TGV. Peut-être que certains se rappellent aussi du temps de parcours Belfort-Paris-Est en corail qui était de 4 heures. Donc, c'est vrai que sur un aller-retour à Paris, le TGV est appréciable. Alors, si le pôle s'est globalement désenclavé, en son sein, ça se traduit quand même de manière un petit peu plus disparate. Et finalement, on se rend compte que l'étoile ferroviaire et routière, ou les étoiles ferroviaires et routières, se sont essentiellement constituées autour de Belfort. Donc, sur ces cartes, vous voyez le réseau ferré du pôle métropolitain et le réseau routier, avec les routes principales, donc c'est-à-dire l'autoroute et la RN 1019. Et ce qu'on appelle les routes secondaires, c'est finalement les départementales. On peut bien sûr descendre encore d'un niveau, mais la carte deviendrait complètement illisible. Donc, ça permet de se rendre compte un petit peu du maillage qui existe entre les différentes villes et agglomérations du pôle métropolitain. Et on voit que quand on appelait l'aire urbaine Belfort, Montbéliard et Ricourt-Del, donc les 4 finalement agglomérations principales, on se rend compte qu'elles sont toutes desservies aujourd'hui soit par le réseau ferré, soit par le réseau routier. Donc, en fait, je l'ai évoqué avec les étoiles routières et ferroviaires, ces infrastructures au rayonnement du Nord-Franche-Comté, voire plus loin, ont en parallèle créé une centralité en son sein. Ça peut engendrer un désenclavement du pôle de manière inégale selon les territoires intrinsèques. Le désenclavement a, pour certains secteurs du pôle métropolitain, rien changé, il n'a pas eu d'impact. Donc, c'est quelque chose à aussi avoir en tête dans les constats. On remarque des disparités à l'intérieur du pôle. Donc, vous l'avez vu, on a fait un historique des changements majeurs et structurels, mais dont les effets sur les comportements de mobilité ou les habitudes de déplacement sont difficilement quantifiables. On manque de données quantitatives, en fait, sur ces habitudes de déplacement sur les 10 à 15 dernières années. C'est la même chose pour les enjeux environnementaux. On a peu de données quantitatives qui permettent de faire ces constats. On note cependant l'évolution des flottes de bus en fonction des avancées réglementaires et technologiques en faveur de la protection de l'environnement. On peut aussi suivre l'évolution de la qualité de l'air grâce au travail d'Atmo Bourgogne-Franche-Comté. Mais en parallèle, on note dans les données que l'on a récoltées des ruptures entre les trames vertes et bleues du territoire de Belfort, de PMA et de la communauté de communes du pays d'Héricourt. Donc ça fait partie des constats, là aussi, à avoir en tête par rapport à la future feuille de route qui sera portée au débat. On va maintenant s'intéresser un petit peu plus à la gare TGV qui a 10 ans en fait cette année, fin d'année. Alors, peu de données quantitatives sont disponibles, ou en tout cas, on a du mal à avoir un suivi, je dirais, annuel de sa fréquentation. Mais ici, vous avez quand même la fréquentation des gares de l'ensemble du pôle métropolitain et des gares voisines
en 2019. Donc ça, ce sont des données SNCF directement. Et finalement, on remarque une baisse de la fréquentation des gares du pôle métropolitain, enfin pour les principales. Alors sans pour autant avoir, je me tourne vers ma collègue, sans pour autant avoir des grandes explications sur ce phénomène. Voilà, ça vaudrait le coup de regarder un petit peu pourquoi les gens utilisent un petit peu moins les trains, en tout cas en 2019, parce que 2020 ça compte pas trop, mais voilà, en tout cas, on note quand même, à l'inverse, une hausse dans d'autres gares, notamment en Alsace et aussi en Haute-Saône. Donc, ça fait un petit peu une disparité à avoir là aussi en tête. Ouais. Et puis, par contre, la gare des Trois Chênes, alors je ne sais pas si vous la connaissez toutes, c'est celle qui dessert le site de Technome. Elle a connu une hausse de la fréquentation. Mais c'est peut-être lié à la saturation des parkings dans ce quartier de Belfort. Alors, la gare TGV, c'est un profil de gare rurale. Ce n'est pas la seule en France à avoir ce profil d'implantation géographique. Il y en a d'autres. On note celle en Haute-Picardie, entre Amiens et Saint-Quentin. Il y a Lorraine TGV qui est située entre Nancy et Metz, ou encore Meuse TGV entre Bar-le-Duc et Verdun. Et en fait, la répercussion de cette implantation géographique, c'est que son accès se fait principalement en voiture. Alors là aussi, on est sur la donnée SNCF qui date de 2019, où on a en fait finalement un accès à la gare TGV de Belfort-Montbéliard en voiture à hauteur de 80%. Que ce soit la voiture du voyageur qu'il va laisser à la gare ou voiture passager, c'est-à-dire l'utilisation de la dépose minute. À ce propos, on notera que la Cour des comptes souhaite mettre un frein à de telles implantations qui ont eu lieu dans les années passées pour justement favoriser l'implantation de gares TGV là où le réseau de transport régional, les réseaux TER existent déjà. Alors nous, aujourd'hui, on a recréé le réseau TER pour redesservir la gare TGV, mais en France, ce n'est pas le cas de toutes les gares TGV. Il n'empêche que l'accès en voiture est majoritaire. Alors, à titre de comparaison, pour la gare TGV de Besançon, 78% des accès se font en voiture. À Avignon, 81%. Lorraine TGV, 81% également, et Aix-en-Provence TGV, 80% également. Donc, on est finalement dans la moyenne nationale par rapport aux autres gares TGV aux implantations similaires. Par contre, par rapport aux gares TGV que l'on dit qu'elles urbaines, donc Mulhouse ou Strasbourg, Mulhouse, c'est 27% seulement des accès en voiture et Strasbourg, 13%. La desserte TC, donc Optimo ou Evolity, est pourtant adaptée aux horaires des TGV. Mais voilà, cette gare garde un profil rural. On s'y rend essentiellement en voiture. Ah, ben, il y avait d'autres chiffres, pardon, Jérôme, tu me les avais mis. Dijon, donc gare TGV Dijon, qui est aussi une gare urbaine, 20%. Nancy, 18%, Marseille, 13% et Paris-Gare de Lyon, 12%. Voilà. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur les données de la gare TGV. On a d'autres données de la SNCF qui nous montrent la domiciliation des usagers. La moyenne des usagers vivent entre 10 et 15 km de la gare TGV, donc on est vraiment dans l'échelle du pôle métropolitain. Donc, comme je l'ai déjà évoqué il y a quelques minutes, cette carte montre l'adaptation des réseaux TC du pôle en fonction des nouvelles infrastructures. Alors, on ne va pas les décrire dans le détail, mais
en termes de partage ou en tout cas de chevauchement des territoires, on note la ligne X qui dessert à la fois Belfort et Montbéliard, et certains arrêts de transport à la demande d'Héricourt rejoignent en fait les réseaux Evolity et Optimo dans le but de connecter au maximum en fait l'ensemble des réseaux de transport en commun. Là aussi, ça vaudrait le coup de regarder vraiment à la loupe dans les usages et dans les faits sur comment ces trois réseaux peuvent fonctionner ensemble. Alors après, je ne sais pas, moi j'ai terminé, Jérôme, en fait, il va plus nous apporter des données socio-démographiques qui sont aussi des éléments de réponse pour un petit peu voir les changements de comportement des habitants du pôle. Mais on peut peut-être déjà faire un premier temps d'échange, de questions par rapport à ce que j'ai présenté sur ces infrastructures et sur ce balayage, en fait, de ce que le pôle métropolitain a vécu en termes d'aménagement ces dernières années. Ou si vous avez des questions, voilà. Oui, moi, je veux bien poser des questions. Okay. Vous m'entendez, oui. Mathilde Regnault. Oui, moi, j'allais vous interroger en fait sur les données, mais vous avez donné une partie de la réponse, mais sur des données chiffrées, parce que cette présentation, merci, c'est très intéressant sur les infrastructures, mais c'est un peu sec comme ça quand on ne sait pas l'impact que ça a sur les voyages, sur le nombre de déplacements global, sur les questions de part modale. Vous l'avez évoqué là pour la gare TGV, mais pas pour le reste. Et ce que je me demande, c'est pourquoi vous dites que c'est très mal mesurable ces données, c'est-à-dire, je n'ai pas bien compris, est-ce que c'est parce qu'elles n'existent pas, qu'on n'a jamais fait des comptages précis, en gros, je ne sais pas moi, combien de véhicules sur la RN 1019 après les travaux ou avant, ou est-ce que c'est parce que ce n'est pas possible juste de les compter et de les avoir précisément? Oui, alors en fait, c'est pas que c'est pas possible, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, je parle pour mon territoire, les collègues du Doubs vont pouvoir compléter. Aujourd'hui, les comptages routiers ne se font plus de manière annuelle, contrairement à il y a 20 ans, par exemple. Ceci à cause des coûts financiers que cela représente. Donc, par exemple, les derniers comptages sur la RN 1019 datent de 2015. Donc, c'est vrai que c'est difficile de donner des chiffres parce qu'on a toujours l'impression que les dates sont obsolètes sur les données. Sur les parts modales, c'est restreint parce que l'INSEE ne fournit que les parts modales pour les actifs occupés et donc sur leur trajet domicile-travail. Et c'est donc peu représentatif de la population du pôle. Voilà, ça limite en fait la représentativité. Les données précises à l'échelle du pôle métropolitain pour l'ensemble des déplacements, c'est l'enquête ménage-déplacement de 2004. Voilà. Voilà, ça explique notre choix, alors qui peut effectivement être discuté, de peu donner de données chiffrées parce que pas forcément représentatif de la réalité. En 2004, il n'y avait ni Optimo, ni Evolity, ni la gare TGV. Enfin, voilà. On a bien vu sur la frise que la majeure partie des infrastructures s'est réalisée après. Donc, voilà, une partie de la réponse. Oui, oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup. Mais justement, on voit par exemple, je prends juste un exemple, la ligne Belfort-Del. Oui. On a une nouvelle infrastructure, on a du train. Or, on sait tous, même sans données précises, qu'elle est très peu utilisée, quasiment pas. Oui. Donc là, on a un exemple de quelque chose qui a sans doute pas beaucoup d'impact sur les habitudes de transport. Alors que quelque chose comme Optimo, alors que quelque chose comme la gare TGV ont sans doute eu un impact, eux, beaucoup plus important. C'est ça qui n'est pas simple à mesurer, quoi. Voilà, tout à fait. Oui, j'avais également une question qui allait un petit peu dans ce sens-là. C'était avec une gare supplémentaire à l'échelle du pôle métropolitain, est-ce que l'utilisation ferroviaire a été plus élevée ou
finalement, c'est les trajets qui se sont reportés des 2 gares principales vers cette nouvelle gare. Vous parlez de la gare TGV? Oui. Bah, après, vers Paris, c'est sûr que le train Belfort-Paris, gare de l'Est, a vu sa fréquentation baisser, par exemple, notamment sur les trajets où on a pu finalement se rendre compte qu'on pouvait faire l'aller-retour à Paris dans la même journée et donc éviter une nuit d'hôtel. Donc après, voilà, la SNCF a finalement peu communiqué ou communique de manière générale peu sur l'impact des nouvelles gares sur leur fréquentation en général. Après, à l'échelle du pôle métropolitain, est-ce que finalement les habitants du Nord-Franche-Comté utilisent cette gare dans leurs déplacements quotidiens? Je ne pense pas. Ça reste une gare pour rejoindre des grandes métropoles. Ceux qui travaillent à Besançon, est-ce qu'ils prennent plus le TGV que leur voiture? Je n'ai pas la réponse. Voilà, je ne sais pas. Mais ça vaudrait le coup de… Bah, de toute façon, on aspire tous à pouvoir creuser ces questions et mieux connaître les habitudes de déplacement. Sur la partie ferroviaire, effectivement, on sent bien que la gare TGV, etc., on est sur du désenclavement, sur des destinations hors de notre périmètre, etc. Sur la ligne, quand même, Montbéliard, Héricourt, Belfort, avec un cadencement de 22 trains dans un sens et dans un autre, pour nous, a priori, représente un enjeu important, notamment dans la perspective du contrat opérationnel de mobilité avec la région. Donc là-dessus, ce serait quand même important. Alors, a priori, d'après la carte que vous nous avez montrée, sur ces 3 gares, on a une baisse de fréquentation, quoi. Donc là-dessus, il me semble qu'il y aurait intérêt à creuser déjà en termes de où on en est, les tendances et les perspectives, quoi. Et c'est des enjeux internes au territoire, puis des enjeux de désenclavement, d'interconnexion avec les territoires voisins. Oui. Je me rappelle, parce que je suis utilisatrice de cette ligne. En 2019, on a subi une hausse des prix. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des abonnements en Bourgogne-Franche-Comté. Ça explique peut-être la baisse de la fréquentation en 2019. C'était une forte hausse des prix. Voilà, par exemple, sur un trajet Héricourt-Belfort, le ticket simple est plus cher que le trajet en voiture. Donc, ça explique peut-être les chiffres de cette carte. Après, il y a peut-être des histoires d'abonnement via le pass OK, etc. Je sais plus. Voilà, les pass OK, on a peu de données sur le pass OK. Mais à mon avis, ce serait quelque chose à creuser. Et la corrélation avec la baisse de la population du pôle? Oui, probablement. Ça, c'est Jérôme qui va un petit peu plus nous partager justement la corrélation entre les habitudes de mobilité et les données sociodémographiques. On va pouvoir observer aussi avoir des infos là-dessus. Et sur les fréquentations, alors après, c'est vrai qu'il y a eu le contexte de la crise, mais 2019, sur les transports en commun, on a aussi sûrement des éléments plus de la part des AOM. Oui, quand les AOM ont présenté leur réseau, elles ont aussi présenté leurs chiffres. C'est pour ça qu'on l'a moins fait, pour éviter la redondance dans les réunions. Mais oui, on a les infos pour le coup, la fréquentation TC. Alors, peut-être vous pourrez, je ne sais pas, par contre, on n'a pas au niveau de Eriva. Oui. Mais j'imagine que vous suivez. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, d'une manière partie. Oui, Frédéric Chauvoignard. D'une manière plus générale, c'est vrai que là, on s'est focalisé sur la partie ferroviaire. On avait vu précédemment la partie bus. Et finalement, en termes de mobilité, est-ce qu'on a une vision de l'ensemble des modes de déplacement? Est-ce que, par exemple, le covoiturage, est-ce qu'on sait dire
si sur les 5 dernières années, de combien il a progressé, ou s'il y a également la mobilité à vélo, piétonne. Finalement, c'est au global, comment ont évolué les mobilités depuis ces dernières années? Je peux répondre? Oui, Charles. Excusez-moi, Charles Bergogneau de l'ABU. En fait, je reprends un petit peu ce que disait Hélène dans la première partie. On a deux difficultés aujourd'hui qui sont d'une part du point de vue de l'utilisation des infrastructures, parce qu'on n'a pas de point de comptage fixe et régulier qui permettent d'avoir un suivi. Donc ça, c'est au niveau de la fréquentation des infrastructures. Et ensuite, on a seule une enquête ménage déplacement, en fait, telle qu'elle avait été menée en 2004, permet d'avoir une connaissance précise des parts modales dans, je dirais, les comportements de mobilité à l'échelle de chaque ménage. Voilà. Et donc, c'est pour ça que Hélène insistait sur le fait qu'il y a eu quand même des évolutions structurelles des infrastructures de déplacement dans le territoire, et on verra en plus sur la deuxième partie des évolutions sociodémographiques qui laissent penser que les comportements de mobilité tels qu'ils étaient observés en 2004 ne sont plus valides finalement pour nous renseigner aujourd'hui. Donc on est confronté à ce double écueil, hein, c'est pas de suivi de la fréquentation des infrastructures suffisamment régulier et pas de connaissance finalement des comportements des ménages face à la mobilité, au-delà effectivement de données INSEE qui ne couvrent donc ce qu'on sait, c'est que les déplacements domicile-travail, déjà en 2004 finalement, ne représentaient que 15%, je crois, 15% des déplacements totaux à l'échelle du pôle métropolitain. Donc finalement, ce qu'on peut exploiter en part modale, ça ne représente qu'une infime proportion des déplacements qui peuvent s'observer quotidiennement. Alors, donc en fait, on est en mal pour vous donner une réponse sur la question que vous posez. Voilà. Dans une précédente réunion là, du comité, j'avais suggéré l'idée, alors je ne sais pas si pour la mettre en œuvre, ça passe ou pas, en disant voilà, aujourd'hui, quasiment chaque citoyen a un téléphone portable. Donc en achetant entre guillemets les données auprès des opérateurs, derrière avec j'imagine des logiciels, doivent pouvoir permettre de dire à la vitesse où se déplace le téléphone, la personne est en vélo, en voiture, en train ou en fonction de là où elle se déplace. Donc il doit y avoir possibilité d'avoir une mine d'informations au travers ces outils. Je pense que ça sera causé pour avoir des données plus récentes. Et puis voilà, après j'ai aucune idée de la faisabilité du coup. Je pense que ce serait intéressant de creuser pour pouvoir notamment voir les fréquentations des différents axes, des différents modes de transport. On a commencé à regarder. Oui, ça fait partie des solutions qu'on a en tête et que aussi le comité de projet peut porter à la réflexion et au débat. Oui. Ok, je vous propose qu'on engage la deuxième partie. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques. Oui, je veux bien. Ouais. Non, je vois pas. Eh bien, donc, Jérôme, à toi. Du coup, sur cette seconde partie, donc on va essayer de voir un petit peu l'organisation du territoire, les évolutions qu'il y a pu y avoir et qui questionnent, ou en tout cas qui peuvent avoir un lien avec la mobilité à travers trois entrées. Une première partie plutôt sur les évolutions démographiques du territoire. Une deuxième partie plutôt sur les évolutions d'emploi et des lieux d'emploi. Et en dernier point sur ce qu'on appelait donc plutôt les pôles générateurs de mobilité, à savoir plutôt ce qui est les grands équipements qui sont eux aussi des créateurs de flux. Pour commencer sur les évolutions de population, des éléments que vous avez déjà vus, mais qui peuvent être mis effectivement en relation avec la carte d'évolution de la fréquentation des gares sur l'évolution de la population entre 2012 et 2017. Donc c'est à peu près le pas de temps depuis la création de la gare TGV qui permet de déterminer qu'effectivement dans les grandes centralités, c'est-à-dire que la taille du rond correspond à la taille de la commune démographiquement, et la couleur, l'évolution de la population. Donc on voit que finalement, les communes les plus importantes, donc Belfort, Montbéliard, Audincourt notamment,
ont plutôt perdu de la population sur ce dernier pas de temps, alors que les points qui sont les plus rouges, c'est souvent des points les plus petits, donc des communes plutôt rurales. On le voit aussi assez bien sur la question des densités, qui sont à mettre en relation avec tout ce qui est transport en commun, puisque le transport en commun sera beaucoup plus efficace sur un territoire plus dense par rapport à un territoire plutôt relâché. Quand on regarde la densité de population communale en 2017 et qu'on regarde l'évolution de cette densité ces dernières années, on se rend compte que finalement, que les territoires les plus denses sont ceux qui ont perdu le plus de population, alors que les territoires qui ont le plus gagné sont les territoires les moins denses. Ce que ça veut dire en termes de mobilité de population, ça veut dire qu'on a une forme de dispersion de la population, qui veut dire aussi une multiplication des flux, et donc peut-être une difficulté à trouver des solutions de mobilité qui peuvent permettre de répondre au plus grand nombre. Cette dispersion, on la voit ici principalement sur une forme de périurbanisation, notamment de Belfort et de Montbéliard, où on voit effectivement les premières couronnes qui se densifient plus fortement alors que les communes centres perdent de la population. Mais on peut le voir aussi à l'échelle des EPCI, à l'échelle du pôle, où on voit finalement quand on regarde les flux principaux, là on parle de flux de migration résidentielle, c'est-à-dire avec déménagement, des personnes qui quittent leur domicile pour aller habiter ailleurs, à l'échelle du pôle. Là on voit bien sûr que les flux sont majoritaires entre les EPCI urbains, c'est-à-dire les flèches principales, c'est entre Belfort et Montbéliard, ou Montbéliard et Belfort dans les deux sens. Mais que globalement, si on regarde ce qui se passe quand on fait le solde des départs et des arrivées sur les différents EPCI, on se rend compte que finalement, il y a une forme de tropisme plutôt vers le nord-ouest du territoire, puisque du côté de la CCPH, on est plutôt en gain de population quand on fait le solde entre les arrivées et les départs. Là où sur les EPCI qui sont le plus au sud-est, on est plutôt en perte de population globalement. Donc, ce qu'on peut dire déjà sur les évolutions, en tout cas les migrations de population, c'est qu'on a ces deux phénomènes, donc globalement plutôt un desserrement vers le nord-ouest, et des évolutions plutôt entre les principaux EPCI du territoire. Quand on regarde un petit peu plus la structure de la population, qui a excuse-moi, tu identifies qui Alors, il y a Renaud Fouché. Il y a quelqu'un qui a un micro allumé, on a un retour si c'était possible de le couper. Oui, merci. Voilà, je crois que c'est bon, merci. Oui, pardonnez-moi. Pas de souci. Alors, si on passe maintenant sur un petit peu la structure de la population, il y a des éléments aussi qui peuvent nous intéresser quand il s'agit de mobilité. Là, on ne va plus parler de dispersion de population, mais simplement dans la structure de la population, quand on regarde la pyramide des âges, on s'aperçoit sur le territoire qu'il y a assez peu de jeunes, finalement. On a une pyramide où il y a presque un trou, finalement, entre les enfants et puis les strates, on va dire, à partir de 40 ans. Et donc, cette faible proportion de jeunes, elle peut poser question à long terme sur le vieillissement de la population, le vieillissement du territoire. Quand on regarde ce qu'on appelle l'indice de vieillissement, qui est en fait un calcul qui met en relation le nombre de jeunes sur le territoire par rapport au nombre de personnes plus de 65 ans, on s'aperçoit qu'en fait cet indice de vieillissement, il augmente, et il augmente assez fortement. En fait, aujourd'hui, l'indice de vieillissement global du pôle métropolitain, en tant que tel, il est à peu près à 85, ça veut dire que pour 100 jeunes de moins de 20 ans, il y a 85 personnes de plus de 65 ans. Ce n'est pas un indice qui est trop grave. Je veux dire, il y a des territoires aux alentours qui ont des indices qui sont beaucoup plus forts. La communauté de communes des 1000 étangs, on est à 135 personnes de 65 ans et plus pour 100 jeunes. Pour autant, ce qui peut questionner ici, c'est l'évolution assez rapide. On voit bien une évolution même qui s'accélère entre 2012 et 2017 et qui va s'accélérer encore. Si je reviens juste auparavant sur ma pyramide des âges, on voit que justement en 2016, on va avoir une grosse cohorte de population âgée de 65 à 69, puis ensuite de 60 à 64 ans, etc. Donc finalement une population qui va vieillir, là où il n'y a pas forcément un vivier de population plus jeune pour faire baisser cet indice de vieillissement. Et en termes de mobilité,
ça questionne aussi en regard de tout ce qui a été dit sur la première partie sur les infrastructures, puisque cette population qui est vieillissante, elle ne va pas forcément avoir les mêmes besoins de déplacement, de mobilité que des personnes actives. Et ce n'est pas forcément des infrastructures de désenclavement type gare TGV qui vont être la solution, en tout cas pour une grande partie de la population qui va être plutôt demandeuse de solutions de mobilité plutôt à petite échelle, de l'accessibilité du quotidien. Si on passe maintenant à une deuxième partie plutôt sur les questions d'emploi, pour regarder un petit peu un des éléments moteurs aussi de la mobilité, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail, et de regarder un petit peu quelles sont les grandes polarités d'emploi du territoire. Alors évidemment, il y a des choses qui sont assez classiques, c'est-à-dire finalement on a 3 systèmes territoriaux qui s'imbriquent un petit peu. On a effectivement un système assez homogène au sein du pôle métropolitain entre l'agglomération de Montbéliard, avec évidemment Sochaux, et l'agglomération de Belfort, et des liens entre Mulhouse et Besançon, donc plutôt Mulhouse pour l'agglomération de Belfort, et plutôt Besançon pour l'agglomération de Montbéliard. Sur cette carte, on voit effectivement des liens très forts encore entre les centralités, puisque là, c'est vraiment de commune à commune. Et alors, il y a un élément qui apparaît pas sur la carte, mais qui est quand même assez intéressant à citer, c'est les flux qu'ils peuvent avoir vers la Suisse, qui apparaissent du coup pas forcément sur les données communales de l'INSEE, mais vers l'ensemble de la Suisse, le total des flux du pôle métropolitain représente 6% des actifs du pôle, et donc 40% des actifs qui sortent du pôle. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Si on représentait sur la carte, ça ferait quand même un trait aussi épais que celui entre Belfort et Montbéliard, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est globalisé à l'échelle de la Suisse. C'est pas, on n'a pas les données commune par commune permettant d'être lisible encore à l'échelle de cette carte. Ce qu'on peut peut-être voir dans le détail par rapport au flux d'emploi, c'est de distinguer un petit peu ce qui se passe à Belfort et ce qui se passe dans l'agglomération de Montbéliard, Sochaux, Dincourt. On a pris ces 3 polarités. On voit assez nettement le rayonnement de l'agglomération de Belfort, plutôt à l'échelle de la partie nord du Nord-Franche-Comté, avec des liens privilégiés avec les communes de la première couronne, avec la commune d'Héricourt aussi, et dans une moindre mesure Montbéliard-Sochaux. Et de manière assez intéressante aussi, des liens avec l'agglomération de Mulhouse, c'est-à-dire qu'on a 214 flux depuis Mulhouse en destination de Belfort, quotidien, ce qui est assez important, plus qu'avec des communes de l'agglomération belfortine. Quand on regarde maintenant ce qui se passe un petit peu du côté de Montbéliard-Sochaux, donc là, en fait, l'épaisseur du trait indique le nombre, enfin l'importance du flux de population. Donc on voit un rayonnement qui est peut-être moins en dehors de l'agglomération que ce qu'on voit du côté de Belfort, avec des flux assez importants depuis Belfort en direction de Montbéliard et depuis Belfort en direction de Sochaux. Et aussi, quelque chose qui est assez différent dans l'agglomération de Montbéliard par rapport à ce qu'on voit sur la partie territoire de Belfort, un lien privilégié aussi avec Besançon, puisqu'on a cette fois 203 flux quotidiens, donc professionnels, depuis Besançon jusqu'à Montbéliard. Là, on voit finalement qu'il y a cette échelle de flux. Quand on regarde le flux de commune à commune, on se dit finalement, c'est encore les communes centres des agglomérations qui sont les principales génératrices de flux. Donc finalement, c'est pas forcément, enfin ça tombe bien puisque c'est là aussi qu'il y a l'offre de mobilité. En revanche, si on regarde l'évolution de ces flux, ou plutôt l'évolution de l'emploi, on voit apparaître des phénomènes un petit peu intéressants. Alors sur la carte là, il y a la couleur de chaque commune représente l'évolution de l'emploi par commune. Alors il y a des anomalies statistiques qu'il faut essayer de ne pas regarder. Les communes là, c'est Riversement, juste sous le ballon d'Alsace, qui avait 4 emplois c'est 2007 et qui en a 15 en 2017. Donc ça fait une explosion du nombre d'emplois, mais en réalité c'est plutôt de l'anomalie statistique. Quand on regarde effectivement parmi ce qui est le plus signifiant, on se rend compte un petit peu comme l'évolution de la population que
dans les communes centres, notamment Montbéliard et Belfort, on a une perte d'emploi entre 2007 et 2017, et qu'on a peut-être l'émergence de nouvelles polarités d'emploi. Alors, il se passe quelque chose à l'ouest de Montbéliard, du côté de Bavans, Trézandvillers, où il y a une population, enfin, pas mal d'emplois qui ont été gagnés. Mais quand on regarde en termes de nombre d'emplois gagnés, c'est effectivement autour du pôle médian et de la gare TGV, donc les communes limitrophes qui ont capté énormément d'emplois. Et non, c'est pas dans une moindre mesure, mais aussi l'importance de Technoland qu'on voit donc juste au-dessus là de l'intitulé Montbéliard. Donc c'est toutes les communes Allenjoie, Brognard qui aussi ont une évolution de l'emploi qui dépasse 20% entre 2007 et 2017. Donc globalement, on a dans les centralités plutôt une perte d'emploi qui est pas compensée parce qu'en fait dans l'ensemble, les gains d'emploi autour du pôle médian et de Technoland ne suffisent pas pour compenser les emplois perdus dans les centralités. Mais on est sur des pertes assez importantes qu'on a un petit peu résumées finalement pour mettre ces deux dynamiques un petit peu en perspective, en vous proposant finalement l'évolution de l'emploi dans les polarités urbaines et puis dans les deux polarités un petit peu émergentes que sont Technoland et le pôle médian, pardon, où on voit que dans les pôles urbains, donc que ce soit à Belfort, pour Montbéliard, on a pris des communes un petit peu importantes, notamment Sochaux, qui a une perte d'emploi de presque 5000 emplois entre 2007 et 2017. On voit que sur l'ensemble des pôles urbains, donc on a perdu près de 11 000 emplois, qui sont en partie compensés par ce qui se passe dans les pôles médians et Technoland, où on a une croissance très forte, mais qui ne permet pas, en tout cas aujourd'hui, de compenser ces pertes d'emploi dans les centralités. Un dernier point aussi sur les questions sur des questions de flux. On a vu un petit peu ce qui se passait en termes d'évolution de résidentielle, donc qui sont des génératrices de flux en termes de travail et des lieux d'emploi. Il y a un certain nombre de flux qui relèvent d'autres choses, notamment des grands équipements ou du loisir. C'est ce qu'on appelait les pôles générateurs, qu'on a commencé un petit peu à représenter sur cette carte, à pointer, à l'échelle du pôle métropolitain, où finalement on se dit que, en regardant un petit peu à grande échelle comme ça, on voit on retrouve ce qu'on s'est dit un petit peu précédemment sur l'émergence de grands équipements ou de pôles générateurs de flux dans le pôle médian ou à Technoland. Et globalement, à grande échelle, ces pôles, ils restent plutôt à proximité des agglomérations. Si on fait un petit zoom en revanche sur ce qui se passe au sein de l'agglomération de Belfort ou au sein de l'agglomération de Montbéliard, on doit un petit peu nuancer ce constat, puisque finalement, ce qui s'est passé ces 10, 15, voire un peu plus, en tout cas ces dernières années, c'est que ces grands pôles générateurs d'emploi ou générateurs de flux de manière générale, ils ont plutôt tendance à s'éloigner des centralités. Là, on voit pour Montbéliard, c'est assez net sur Forestia du côté de Bavans, sur Technoland 1, puis Technoland 2, qui ont plutôt tendance à s'éloigner des centralités qui sont aussi les lieux de mobilité. On a représenté sur la carte les périmètres de 2 km autour des gares, donc c'est ce qu'on pourrait dire les périmètres qui sont facilement accessibles à pied. On peut penser qu'on peut prendre le train, sortir de la gare et puis se rendre à son travail autour de la gare. Et on se rend compte finalement qu'il y a des gares autour desquelles, finalement, dans un rayon de 2 km, on n'a pas forcément de pôle générateur de flux majeur, alors que certains pôles générateurs de flux ont plutôt tendance à s'implanter ou à s'être implantés sur des sites où il n'y avait pas forcément une offre de transport en commun à l'origine. Le constat est peut-être un petit peu moins vrai sur l'agglomération de Belfort, mais on retrouve quand même des pôles générateurs très forts qui sont pas forcément desservis non plus par un mode de transport ferroviaire. Mais en tout cas, on a aussi sur l'agglomération de Belfort des pôles générateurs de flux qui ne sont pas forcément à proximité immédiate du cœur de l'agglomération, ou en tout cas du centre-ville de Belfort. Donc finalement, si on fait un peu le bilan de ces trois données, c'est-à-dire l'évolution de la population, l'évolution de l'emploi et ce positionnement un petit peu des pôles générateurs de flux, il y a un petit peu quelque chose qui est latent ou qui apparaît à travers ces trois entrées.
c'est la notion peut-être de concurrence vis-à-vis des polarités historiques, en tout cas d'affaiblissement de l'armature urbaine. On a représenté ça de manière un petit peu schématique ici, pour illustrer le fait que à toutes les échelles finalement d'analyse qu'on peut avoir, on se dit qu'il y a peut-être un risque d'affaiblissement de l'armature urbaine et notamment des polarités historiques. Quand on regarde finalement à très grande échelle, c'est ce qu'on a vu un petit peu au tout début sur l'évolution des migrations résidentielles, on se rend compte que finalement, il y a un certain tropisme en direction du nord-ouest et de la Haute-Saône, avec peut-être lié aussi au prix de l'immobilier et à la proximité de la Suisse, qui fait que il y a peut-être une partie du territoire qui va plutôt être attirée pour ces raisons foncières plutôt vers la Haute-Saône. Quand on zoome un petit peu sur vraiment à l'intérieur du pôle métropolitain, on se rend compte que finalement, on a l'émergence d'un nouvel espace multipolaire autour de l'espace médian qui va être un espace générateur de flux et d'emplois et d'équipements, et donc qui peut-être peut venir concurrencer les centralités historiques. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est quand on voit à l'échelle de chacune des agglomérations, c'est-à-dire l'agglomération de Belfort et l'agglomération de Montbéliard, c'est qu'en interne même à ces agglomérations, il peut y avoir une forme de concurrence territoriale sur l'implantation de ce qu'on s'est dit un petit peu précédemment, à la fois sur l'emploi, à la fois sur la périurbanisation, donc la sortie des ménages des centres-villes pour plutôt se tourner vers le périurbain, et l'implantation de grands équipements qui vont pas forcément s'implanter à proximité immédiate des centralités des centres-villes, notamment de Belfort et de Montbéliard. Donc ça, c'est un peu des éléments qui transparaissent quand on regarde plutôt les chiffres INSEE, des chiffres d'éléments de population ou d'emploi, parce que vous l'aviez un petit peu, vous avez déjà un peu mis le doigt sur la question et identifié le sujet. Ce qui est difficilement quantifiable encore, c'est tout ce qui relève par rapport à ces nouveaux flux, vraiment de la nature exacte des comportements. Ce qu'on peut peut-être préciser sur les comportements par rapport à ce que vous aviez déjà vu tout à l'heure par rapport au train, c'est une donnée qui est assez intéressante à l'échelle du pôle, c'est le taux de motorisation par commune. Taux de motorisation, c'est-à-dire le pourcentage de personnes, le pourcentage de ménages qui disposent d'une voiture ou plus. Et on voit que globalement à l'échelle du pôle, de manière très logique, alors, on a la commune de Sévenant avec beaucoup d'étudiants où finalement il y a pas mal de ménages qui n'ont pas forcément de voiture, mais sinon on a énormément de ménages qui ont une voire plusieurs voitures, et finalement c'est une particularité du territoire quand on compare ça avec des agglomérations un petit peu voisines. Le corollaire de le fait d'avoir une population qui est très motorisée, on le retrouve dans les flux de domicile-travail, où on a un territoire où l'essentiel des flux domicile-travail se fait en voiture. Si on regarde simplement la commune de Montbéliard, par exemple, on est à près de 75%, commune de Belfort, on est à 64%, et commune de Héricourt, on est à près de 83%. Ce qui veut dire finalement que par rapport à la carte, même les communes qui sont moins motorisées que les autres, c'est-à-dire Montbéliard, Belfort ou Héricourt, pour autant, les déplacements domicile-travail se font très nettement et très majoritairement en voiture. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde l'évolution entre 2012 et 2017, c'est que la part modale de la voiture augmente, et augmente assez fortement, que ce soit à l'échelle des communes ou de la même manière à l'échelle des EPCI. Par exemple, là, sur la commune de Montbéliard, donc on a 74% des déplacements qui se font en voiture. C'est une augmentation de presque 4 points par rapport à 2012. Et ces augmentations, elles se retrouvent, quelle que soit la commune, et quel que soit le PCI. Sur PMA, c'est une augmentation de 2,7 points en moyenne. Sur le Grand Belfort, c'est une augmentation de 4,5 points. Donc globalement, c'est assez intéressant quand on met ça en regard de toute la nouvelle offre d'infrastructures, c'est qu'on a beaucoup de nouvelles infrastructures de transport,
mais finalement, c'est la voiture, en tout cas pour les flux domicile-travail, qui reste dominante. Quand on regarde la part du transport en commun, à l'inverse, c'est plutôt un recul qu'on constate. Globalement, par exemple, sur le Grand Belfort, il y a 9,3% des déplacements qui se font aujourd'hui en transport en commun. C'est une baisse de 0,8 points par rapport à 2012. Sur PMA, c'est 5,4% des déplacements qui se font en transport en commun, c'est un recul de 1,2 points. Enfin, quel que soit le territoire qu'on prend, c'est vraiment un recul assez important. Là où sur des territoires voisins, on constate parfois plutôt une augmentation. Sur Besançon, il y a une légère augmentation. Voilà ce qu'on peut dire peut-être sur les comportements. C'est peut-être tout ce qu'on peut dire, on va dire, sur les comportements. Puisque, comme Charles Bergogneau l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, si on voulait avoir des données beaucoup plus fines, ça passerait par une enquête ménage-déplacement. Et les données qu'on a aujourd'hui de l'enquête ménage-déplacement, elles datent de 2005. Donc 2005, si on le repositionne par rapport à la frise qu'a montré Hélène tout à l'heure, c'était avant la grande majorité de toutes les nouvelles offres d'infrastructures. Donc clairement, toutes les données qui sont dedans, elles mériteraient en tout cas d'être réactualisées. Un point de nuance aussi qui est intéressant, c'est sur on a pas mal parlé d'emploi, donc de flux domicile-travail. À savoir que déjà dans l'enquête ménage du déplacement de 2005, ces flux donc domicile-travail représentaient que 15% des déplacements. Donc on est finalement totalement aveugle sur une grande partie et même la majorité des déplacements, notamment vers les commerces, vers les grands équipements et vers les lieux de loisirs. Alors même qu'on a vu que dans les pôles générateurs de flux, on avait des nouveaux grands équipements qu'on n'a pas cités, mais l'hôpital Nord-Franche-Comté, l'Axone, ce sont des générateurs de flux sur lesquels on n'a aucune information ou aucune donnée qu'on pourrait vous cartographier ou vous chiffrer. Et ça a été dit aussi tout à l'heure sur l'absence de données harmonisées sur le trafic routier ou sur la fréquentation de ces infrastructures. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément propres au pôle métropolitain, qui sont vraies partout en France, et qui, depuis 2005, ont fortement progressé. C'est des tendances sociétales comme le développement du télétravail. On avait 3% de télétravailleurs en 2017 contre 12% en septembre dernier. Cette tendance on pourrait aussi parler de dématérialisation, de développement de la sphère des loisirs, développement aussi des flux de marchandises qui sont liés, qu'on va beaucoup plus commander sur Internet qu'à une certaine époque. Toutes ces évolutions sociétales font que c'est un nouveau point d'interrogation qu'on peut se dire aujourd'hui sur les pratiques de mobilité. Qui plus est dans la situation actuelle où finalement toutes ces tendances, à part peut-être la sphère des loisirs, mais toutes ces tendances-là sont amplifiées par la situation actuelle et la crise sanitaire qui impose une forme de télétravail, qui impose la dématérialisation et qui fait que dans cette période particulière, les questions de mobilité sont encore plus différentes de ce qu'on pouvait avoir dans les chiffres précédents. Donc il y a vraiment un enjeu d'affiner cette connaissance et d'avoir des données à la fois plus actuelles et au-delà vraiment du temps, c'est de prendre en compte ces nouvelles tendances. Si on résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, et un petit peu les synthèses qu'on pourrait vous présenter, c'est que finalement, on a vu l'émergence donc de nouveaux pôles liés finalement aux équipements de mobilité, aux nouvelles infrastructures, mais que ces nouveaux pôles, ils ont peut-être tendance à être moins forts globalement. Quand on regarde les différents chiffres de population ou d'emploi, on a plutôt une fragilisation de l'armature urbaine et des pôles historiques. Donc des pôles moins forts, ce qui veut dire en termes de mobilité, peut-être moins de flux vers ces pôles. On a plus de... Alors c'est le deuxième point, pardon. Globalement, sur la question de l'accessibilité, on a vu avec toutes nos nouvelles infrastructures qui nous placent presque au cœur de l'Europe, facilement accessible. Pour autant, cette accessibilité, elle n'a pas forcément créé, en tout cas aujourd'hui, une plus forte attractivité du territoire. On n'a pas encore, on ne peut pas aujourd'hui parler forcément d'effet TGV, en tout cas à l'échelle du pôle métropolitain. C'est des choses qui sont beaucoup plus contrastées entre territoires. Cette émergence de nouveaux pôles conjuguée donc à la baisse un petit peu en termes de population et d'emploi des pôles historiques
font qu'on multiplie les types de trajets. Là où à une époque, on avait peut-être une commune centre et puis des communes périurbaines, là, on a multiplié les différents types de flux, les différents chemins à la fois de domicile-travail et aussi de tous les flux qui ne sont pas de l'ordre du domicile-travail, ce qui va rendre difficile l'adaptation des réseaux de transport en commun, puisque pour qu'un réseau fonctionne, il faut qu'il ait une certaine densité ou un certain flux assez uniforme. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire finalement, peut-être en conclusion, avant peut-être de vous laisser la parole pour des questions, c'est que le niveau de réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire finalement, d'une part, on manque de visibilité, on manque de données sur les pratiques de la mobilité, qu'on devrait pouvoir mettre en rapport avec les chiffres un petit peu statistiques communaux. Et ce qui paraîtra intéressant à faire aussi, ce sera le sujet de la prochaine rencontre, c'est de faire un regard croisé sur les différentes politiques de mobilité qui ont été déterminées dans les documents de planification, et de vous faire un retour sur ce que disent chaque document de planification du territoire sur la question de la mobilité. Et donc ce sera le point de la prochaine réunion. Peut-être la place aux remarques, aux questions. Non. Moi j'en ai une. Oui. Tout à l'heure, on évoquait la démographie du territoire avec la pyramide des âges, et vous mettiez l'accent sur le fait que on a de moins en moins de jeunes et donc un poids de plus en plus important des personnes âgées. Où réside-t-elle? Est-ce qu'elle réside dans les cœurs urbains bien desservis par les transports en commun, ou est-ce qu'elles sont plutôt dans le périurbain, et auquel cas ça amènerait à se poser la question d'un renforcement de l'offre de transport à leur égard dans ces pôles sur lesquels il y a, on va dire, il y a moins de densité de population, et donc où l'effort à fournir pour capter de la population va être plus difficile. Oui, c'est des données qu'on pourrait représenter en carte. En fait, ce qu'on verrait probablement, c'est que finalement, la population qui est vieillie aujourd'hui, c'est la population qui a plutôt bénéficié de la période de périurbanisation, donc plutôt au milieu du XXe siècle. Donc finalement, alors, effectivement, là, on remonte peut-être pas assez dans le temps, mais finalement, quand on regarde l'évolution de la densité de population sur un temps long, ou l'évolution de la population sur un temps long, on se rend compte que pendant la période des 30 Glorieuses, c'est plutôt un phénomène de périurbanisation, donc des personnes qui quittent les centres-villes et qui vont aller habiter en première couronne, puis en deuxième couronne, on va dire de plus en plus loin, en fonction des infrastructures de mobilité et du prix du foncier. Et c'est ces personnes-là, finalement, qui ont fait construire à cette époque-là, qui aujourd'hui occupent toujours leur maison et vont arriver dans une période plutôt de vieillissement. Et je pense que ce serait effectivement intéressant qu'on vous le représente de manière plutôt cartographique, mais la population de personnes effectivement âgées par commune, je pense, montrerait assez nettement que c'est dans les secteurs assez ruraux qu'il y en a. Alors, je serais preneur d'une cartographie effectivement qui viendrait expliciter, objectiver cet élément. J'aurais une deuxième question qui concerne la question de l'évolution des distances au travail. On voit que les trajets domicile-travail qui se font en transport en commun diminuent. La question, c'est est-ce que cette diminution de l'usage des transports en commun par des nafteurs est liée au fait d'un allongement du temps de trajet sur d'autres flux, en fait, des flux plus lointains, qui ferait que l'offre de mobilité en transport en commun ne serait plus adaptée, et donc on utiliserait la voiture. Je pense effectivement que c'est à ce niveau-là, quand on regarde en tout cas l'évolution de la population, on voit que la population baisse très largement justement dans les secteurs les plus desservis en transport en commun, et a plutôt tendance à augmenter dans les secteurs les moins desservis. Donc effectivement, il y a une corrélation entre l'évolution du lieu d'habitation et la propension à utiliser le transport en commun. Oui, Damien Charlet.
Merci pour cette présentation. Par rapport à ce qui vient d'être dit, hein, moi, ce que je retiens globalement, au-delà d'un aspect de dépolarisation, c'est surtout que il me semble qu'on perçoit les effets de l'étalement urbain qu'on a connu dans tous les domaines, hein, depuis déjà quelques années. Et de fait, c'est vrai qu'on s'y est partout étalé. Et ça a fait bouger de fait les zones d'emploi, les zones de loisirs et le reste, hein, avec un certain étalement ou un déménagement parfois. Et j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'on peut voir dans la zone médiane finalement. Quand vous parlez d'effet TGV, c'est ma question, hein, c'était de préciser quel aurait pu être l'effet TGV attendu, que nous n'avons pas. Alors, c'est naturellement un effet d'accroissement du territoire dans différents domaines, j'imagine. Là, ce que je comprends aussi, c'est que visiblement, on a créé une zone médiane autour de la gare TGV, mais qui finalement se constitue d'éléments qui étaient préexistants, qu'on a déplacés et recentralisés, mais qu'on n'a pas eu de développement complémentaire comme on aurait pu l'attendre, comme ça peut se voir par ailleurs. Et est-ce que cet effet, ce manque d'effet TGV a un lien ou donne un lien sur la question du transport, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une métropole ou un pôle métropolitain qui a une configuration un peu particulière. On n'a pas une gare TGV avec une grande ville-centre pas loin, donc une gare TGV autour de laquelle se développent des zones d'activité et pour laquelle on doit mettre en place des transports réguliers pour rejoindre la grande ville-centre, qui est souvent le lieu de deuxième étape avant éventuellement de repartir ailleurs. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. Quand on arrive à la gare, on a plusieurs choix possibles. Est-ce qu'on va à Belfort, à Montbéliard, à Héricourt, etc. Donc, naturellement, on ne peut pas avoir un effet TGV identique à celui de la plupart des agglomérations. Voilà, mais dans votre esprit, quel aurait pu être ou quel devrait être cet effet TGV? Oui, en fait, quand on parle d'effet TGV, c'était plutôt pour souligner finalement le fait que l'accessibilité n'est pas forcément similaire à l'attractivité. Justement, comme vous le soulignez, sur certains territoires, l'arrivée d'une gare TGV, en tout cas, on parle beaucoup d'effet TGV en se disant finalement, ça va être possible maintenant pour des personnes d'habiter sur le territoire tout en travaillant à Paris, à Paris ou dans d'autres métropoles. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'on espère, qu'on attend un effet TGV. Sur le pôle métropolitain de Nord-Franche-Comté, c'était plus pour dire finalement que en termes d'attractivité, le fait d'être plus accessible aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de population, globalement le pôle n'a pas gagné de population ou n'a pas non plus gagné d'emploi en valeur absolue. Et après effectivement, cette perte est plus forte dans les pôles, mais c'est pas forcément cette perte dans les pôles n'est pas forcément amplifiée par le TGV en tant que tel. C'est pas l'infrastructure de transport. C'est peut-être difficile de prospectiver comme ça, mais que la gare TGV soit à l'espace médian ou ailleurs, ça crée pas forcément de différence sur l'attractivité globale du pôle métropolitain. En tout cas, ce qu'on peut dire, simplement pour cette histoire d'effet TGV, c'est que simplement, il n'y a pas d'attractivité aujourd'hui exogène du territoire. Notamment par rapport au fait que, ce qu'on voyait au tout début, que Hélène présentait, le fait que maintenant on puisse être à moins de 2 heures de Paris, alors qu'auparavant on était à plus de 4 heures. On n'a pas forcément la sensibilité du fait que beaucoup de gens viennent s'installer sur le territoire en espérant bénéficier du TGV comme outil de déplacement professionnel. C'est pas quelque chose qui est en tout cas perceptible dans notre échelle d'analyse qui est plutôt communale. D'autres remarques, d'autres questions? Donc peut-être ça demandera sûrement un temps de digestion, d'assimilation. Ce qu'on va faire, de toute façon, on va vous envoyer
le diaporama, et peut-être Arnaud l'enregistrement, je ne sais pas. Hein, la présentation a été enregistrée. Vous serez destinataire du PowerPoint. Et donc, nous, c'est notre mardi prochain, c'est ça, on aura lieu notre comité et on va rebondir sur cette présentation, hein, notamment sur des choses qui ont été évoquées aujourd'hui. C'est la nécessité d'une observation avec des indicateurs qui nous permettent, ça avait déjà été évoqué, je crois que c'était Mathilde, de pouvoir définir aussi des objectifs. Hein, donc il faut effectivement savoir d'où on part, où on veut aller sur ces, vous appelez reports de part modale, la desserte du territoire avec cet aspect je dirais un peu éclaté des mobilités, des résidences, la diversité des flux, voilà. Donc là-dessus, il faut qu'on ait de l'observation, de la veille. Donc ça reste quelque chose peut-être à préciser, ce sera l'objet de notre comité de projet, et puis à intégrer dans notre politique de mobilité, quoi, la nécessité d'une observation plus régulière, plus précise, plus prospective des mobilités. Voilà. Autrement, on organisera donc le 7 juin, le lundi 7 juin, donc une autre présentation par les agences d'urbanisme sur, comme ça a été évoqué, les documents de planification, voir à ce stade quels sont les documents et qu'est-ce qu'il est dit dans ces documents pour chacun un peu des EPCI. Hein. Et puis la question étant, est-ce que, voilà, y a-t-il intérêt à aussi définir des axes politiques communs, hein, on a évoqué l'histoire des schémas, par exemple, autour des voies cyclables, on a évoqué le covoiturage, etc. Enfin, ça, c'est des points de détail, mais voilà, est-ce qu'il y a des... Et on aura le contrat opérationnel de mobilité aussi avec la région, hein, qui peut être aussi un cadre commun de politique à l'échelle du pôle métropolitain contractualisé avec la région, quoi. Voilà, donc ça, ce sera le lundi 7 juin à 18h. Ce sera aussi un temps qui, comme ce soir, sera ouvert à l'ensemble des conseillers communautaires, des agglos et des communautés de communes, parties prenantes du pôle métropolitain. Donc voilà, n'hésitez pas à relayer aussi l'info. Hein, c'est des moments aussi voilà, d'information et d'échanges qui sont importants. Merci aux différents intervenants donc, des deux agences d'urbanisme. Merci Arnaud. Je vous souhaite donc le bonsoir. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions.